Bon vendredi. On va laisser quelques secondes à tout le monde d'arriver. Pour ceux qui sont avec nous, déjà avec nous, si vous voulez aller dans le chat, nous mettre en direct ou live dans le chat. Pour ceux qui vont nous écouter en différé, la même chose. Peut-être nous inscrire quand vous allez regarder l'entrevue. Nous inscrire reprise ou replay, si vous aimez mieux en bon français. Et la raison, parce que souvent j'ai demandé à Gabriel pourquoi il faut écrire live. Puis en fait, plus on va aller commenter puis créer de l'interaction, plus ça permet à l'entrevue qu'on va faire d'être vue puis d'avoir de la présence pour d'autres membres du groupe qui voudraient regarder l'entrevue. Donc, on commente un petit commentaire, nous dire bonjour dans le direct, dans le live ou replay si vous êtes en différé. Donc, aujourd'hui, comme on l'a annoncé, on a un invité spécial avec nous. Puis, pendant l'entrevue, si vous avez des questions pour notre invité, vous pouvez aller dans le chat, encore une fois, pas dans le chat, mais dans la conversation. Mettre vos questions, que vous soyez sur LinkedIn ou sur Facebook. Donc, c'est là que parce qu'à la fin, on aimerait bien prendre quelques-unes de vos questions. On a préparé quelques questions, mais vos questions sont souvent encore meilleures que les nôtres. Fait que ça va vous donner la chance d'être avec nous dans l'entrevue. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité, qu'on a le bonheur d'accueillir, qu'on a fait une rencontre, impromptue cette semaine avec lui. Et je suis sûr qu'on va avoir une conversation qui va nous faire du bien. Et donc, aujourd'hui, on reçoit le commandant Robert Piché, que probablement plusieurs d'entre vous connaissez du vol 236 d'Air Transat qui a atterri 304, 306, je ne suis pas trop sûr du chiffre, aux Açores le 24 août 2002, donc déjà plus de 20 ans que c'est arrivé. Atterri son avion sans carburant, sans moteur, un vol plané de vingtaine de minutes, j'ai pas tous les détails exacts, mais un atterrissage parfait. Comme vous nous l'avez dit, commandant Piché, l'autre jour au restaurant, ça a été qualifié d'un atterrissage parfait, ça m'a fait rire. Puis vous aussi, je pense. Puis en fait, la première question, premièrement, vous dire bonjour, merci d'être là avec nous. Puis peut-être, déjà après 20 ans, lorsqu'on parle d'une histoire comme celle-là, qui est une histoire aussi marquante que celle-là, qu'est-ce qu'on a envie de dire pour commencer? Juste pour dire en commençant, bonjour, merci de l'invitation. C'est bien, comme tu dis, c'était une rencontre fortuite qui a abouti qu'aujourd'hui on rencontre la gang, tes gens. Mais c'est 306 personnes, 293 passagers, 13 membres d'équipage. Mais souvent, le commun des mortels fait toujours l'erreur de dire il atterrit un avion, pas de moteur. Les moteurs étaient encore là, c'est juste qu'ils ne fonctionnaient plus. Dans l'imagination des gens, c'est comme si les moteurs étaient tombés. Tu comprends? C'est juste une petite rectification pour mettre un peu nous mettre dans le bain présentement. Oui. Puis, donc, il y a 20 ans, ça c'est arrivé. Je pense que la majorité des gens connaissent l'histoire, hein, parce que même nous, quand on vous a rencontré dans un café ici pas loin, tout de suite, ma première réaction, je vous ai reconnu, vous aviez votre masque. Mais j'ai dit, je pense que c'est le commandant Piché, ça. Là, Gabriel, il s'est tourné, il dit, je pense que c'est lui. Donc, vous êtes connu, on vous a vu, il y a eu même des films sur l'histoire. Puis, peut-être vous demandez dans les 20 dernières années, parce que vous avez fêté 20 ans là, de cet événement-là, en avez-vous profité? Bien, on a profité certains, mais c'est moi, je suis le premier surpris. Moi, j'ai rien fait dans ma jeunesse, ou quand j'étais un petit cul et que je rêvais de faire un pilote. Je pensais qu'un jour, j'allais devenir une personnalité connue. C'est pas le but de ma manœuvre. Comme tu dis tantôt, il y a des films qui ont été là-dessus. Le film principal qui est fait de grand écran, c'est avec Michel Côté. Michel Côté me disait lui-même, quand il avait 5-6 ans, que moi, je rêvais de faire un pilote, que lui, il rêvait de faire un acteur.
il savait que la popularité allait venir avec si il devenait un acteur populaire. C'est exactement ce qui s'est produit dans son cas. Parce que moi, c'est venu du jour au lendemain. Puis depuis 20 ans, je suis le premier surpris que les gens me reconnaissent encore. Là, tu l'as même mentionné tantôt avec mon masque. Moi, il y en a même qui me reconnaissent avec le ton de ma voix. Ça me surprend toujours parce que je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué, je suis habitué depuis 20 ans, mais je m'entends jamais à ça. Quelqu'un va me reconnaître. Surtout dans une place, dans un café, dans la place où on est présentement. Il y a toujours du monde qui me reconnaît, surtout les Québécois. Et tu te demandes tout le temps pourquoi. Puis depuis 20 ans, c'est ça dans l'imaginaire des gens, la majorité des gens qui sont connus à travers les journaux, à travers les médias, à travers la télé et tout, viennent soit du monde artistique, ils viennent du monde politique ou du monde sportif. Moi, je viens de ces trois catégories-là. Je suis comme tout seul de ma gang, tu comprends? Fait que dans ma catégorie, je suis seul dans ma catégorie. Puis je pense que c'est ça qui a fait que les gens, vu que ça a été couvert, c'était médiatique quand c'est arrivé, ça a été couvert de mur à mur. Tu vois? Et depuis 20 ans, mais les gens autour du vol d'identité, ça fait 20 ans que j'en parle. Quand même, des fois, je leur dis, j'arrive de la charge, j'ai soins d'orignal. Ah oui, mais tu sais, le vol 236, c'est comme si il n'y avait pas d'autre vie à part que le vol 236. Je suis identifié au vol 236 sans me comparer à Guy Lafleur. Mais Guy Lafleur, tout le monde y parle quand il était la grosse vedette du Canadien. On voit quand même qu'il essayait de parler d'autres choses. Ou Alain Côté. C'est-tu bon ou pas bon son but? C'est bon. Pourtant, on a des vies plus remplies que ça, mais c'est les événements qui ont fait qu'on a marqué l'imaginaire des gens. Puis les gens, ils continuent de nous en parler. Mais il faut que tu dises une chose aussi, que les Québécois sont toujours sympathiques. C'est jamais une affaire laborieuse. C'est soit une poignée de main, une photo, une signature d'autographe, juste une félicitation, puis ça s'arrête là. Après, ils ne veulent pas te déranger. À quelque part, je vis très bien avec ça. Et quand même, j'essaierais d'aller me cacher. Je veux dire, tu sais, j'ai déjà été au Vietnam une fois, puis sur la rue, je me suis fait reconnaître sur la rue au Vietnam. T'imagines, c'est que le Québécois me reconnaisse à l'aéroport habillé en pilote, c'est comme tout à fait normal. Mais qu'ils me reconnaissent sur la rue au Vietnam habillé en touriste, ça, c'est comme un petit peu anormal. Mais je comprends très bien parce que l'événement a été tellement couvert médiatiquement que c'est normal que c'est resté dans l'imaginaire des gens au moment que c'est arrivé. Après ça, on a écrit ma biographie. C'était un autre pas dans les médias. Puis après, ils ont fait un film une dizaine d'années plus tard. Fait que tout ça fait que ça garde toujours comme en marche l'histoire de la popularité. Tu vois, mais les gens, ils savent que je suis le commandant. Ça passe pas à côté. Quand le monde me reconnaît, j'ai beau leur dire, ben non, ex-commandant, je suis à la retraite depuis 4 ans. Tu vois, mais non, les autres, je vais rester le commandant pour eux autres. Puis bien souvent, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas ce que j'ai fait. Tu comprends? Ils m'ont vu à la télé, ils savent que je suis le commandant, mais ils ne savent même pas pourquoi je suis connu à la télé. Une fois, je vais te donner un petit fait cocasse, si tu me permets. Une fois, j'étais à l'épicerie avec mon épouse plusieurs années après les événements. Puis il y avait un couple d'un certain âge en avant de nous autres à la caisse. D'un coup, la madame a servi. Elle dit, hey, elle dit, vous êtes le commandant? Elle dit, voyons, Minou, c'est quoi déjà son nom? Tu sais, c'est le gars qui a atterri un gros Boeing dans une des îles du Pacifique. Fait que, tu sais, la madame, elle ne savait pas mon nom. Elle savait que j'étais le commandant, mais l'événement, un Boeing dans le Pacifique versus un Airbus dans l'Atlantique. Tu sais, c'est 2 gros avions, 2 grandes étendues d'eau, mais il y a quand même une couple de kilomètres entre les deux. Fait que, tu sais, je pense que ça va me rester pour toujours l'histoire du commandant. Puis, je fais bien avec parce que les gens sont sympathiques et sont bien ouverts. Monsieur Piché, commandant, j'aimerais ça juste mettre en contexte un peu pourquoi on vous reçoit, puis juste mettre en contexte un peu les gens. Donc, nous, on était au café lundi pour notre rencontre d'équipe, Dan et moi, puis on a aperçu le commandant, puis on s'est mis à un moment donné, après quelques discussions, on a eu la chance de parler avec vous, puis je vous ai posé une question. La question était la suivante. Je suis tout le temps curieux de poser cette question-là à des gens qui, surtout de votre expérience, de votre sagesse, que j'ai posé dans toutes vos expériences de vie, ça serait quoi le plus grand apprentissage de tout votre parcours de vie? Je ne sais pas si vous vous rappelez la réponse que vous m'avez donnée. Tu peux me le dire, ça va me mettre la puce à l'oreille. Vous m'avez dit la communication et le travail d'équipe. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez même ajouté, c'est ça qui nous a sauvé la vie. Ouais.
Puis pour nous, ça a été comme 1 plus 1, c'est de ça qu'on parle dans les lives, c'est pourquoi, c'est la raison d'être de notre communauté. Puis c'est ça, fait que j'aimerais ça un peu vous entendre un peu sur ça, sur la communication, sur le travail d'équipe, particulièrement dans l'événement, le fameux événement. Puis peut-être juste pour introduire ça, on aurait une vidéo à présenter. Je pense que ce serait une bonne idée. Oui, c'est une vidéo de l'époque, mais c'est Oui. intéressant. On est allé fouiller dans les archives un petit peu, commandant. Les archives de Radio-Canada. Our first officer captain for their heroic efforts. La directrice de vol, responsable des 11 agents de bord dans la cabine, parlait du capitaine Piché comme d'un héros elle aussi. Mais c'est de son équipe dont elle était fière quand elle a raconté comment l'appareil s'est vidé en moins de 90 secondes et comment les passagers pleuraient de joie en les remerciant par la suite. I can tell you that it was an extremely silent cabin. There wasn't a pin drop to be heard. Pour ce qui est des histoires de panique et d'hystérie à bord, il y a eu des moments, dit-elle, où c'était le silence total dans la cabine. Mais elle a aussi expliqué que c'est en criant, effectivement, parce qu'il n'y a pas de haut-parleur, que les agents de bord finissent par se faire comprendre et obéir dans ces cas-là. Le premier officier considère lui aussi n'avoir fait que son travail. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle copilote, il est là pour assister. Et c'est ce qu'il a fait, en se concentrant sur ce qu'il pouvait encore faire avec ce qu'il leur restait de moyens. Dans un cas de deux pannes où il n'y a plus de moteur, ce qui arrive sous l'aile, on a une petite hélice qui sort, et cette petite hélice nous sert comme génératrice de puissance hydraulique qui fait qu'on peut contrôler l'avion. Et la grande question, comment ils se sont sentis dans le poste de pilotage lorsqu'ils ont réalisé qu'ils n'auraient pas assez de carburant pour se rendre? Of course you go oops, but you only go oops for maybe a second and then it's back to business. Pendant une seconde, il s'est dit « oups », puis il s'est mis au travail. Louis Lemieux, Radio-Canada, Montréal. Hey, ça me rappelle des souvenirs, hein? Ouais, c'est ça un peu. C'est quoi votre réaction lorsque vous voyez ces images-là? Bien, ça te montre que le travail d'équipe a été très important. C'est un peu ce que Doc et la directrice de vol essayent de dire. Hein? Tu sais, l'histoire du travail d'équipe, quand on travaille dans une équipe, on est au sol, puis on a devant un ordi, puis on travaille dans une société qui a des bureaux, c'est certain que le travail d'équipe est très important parce que tu ne peux pas arriver à tes buts si l'équipe ne met pas la main à la pâte. Mais nous, il fallait mettre la main à la pâte. Puis l'aboutissement de ça, c'est soit que tu es chanceux, tu t'en sors vivant, ou soit tu es malchanceux, tu t'en meurs. C'est que, comment tu fais pour regrouper ton groupe et tes employés pour te dire, faites-vous-en pas, on va y aller. Puis moi, je ne les ai pas devant moi, là. Ils sont en arrière dans la cabine, puis la porte est fermée. Donc, la seule communication que j'ai, moi, c'est avec mon premier officier. Puis le premier officier, puis moi, on a une communication avec la directrice de vol. Puis elle, il faut qu'elle parle avec les 10 agents de bord, que ces 11 personnes-là parlent avec les 293 passagers. C'est qu'il y a un flux de commandes là, qui est très, très, très important. Si tu n'as pas la communication entre moi et le premier officier, nous avec la directrice avec les agents de bord, les agents de bord avec les passagers, je ne pense pas que ça se passe de la même manière. Puis il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'entraînement, nous, les pilotes puis les agents de bord. 2 fois par année, on va dans les simulateurs de vol et on pratique des urgences. Une journée te donne un scénario à pratiquer, puis le lendemain, tu passes l'examen. Puis si tu n'es pas à la hauteur de l'examen qu'ils te demandent pour requirement de Air Transat et du ministère des Transports, ils peuvent te révoquer ta licence. Mais il reste toujours que quand tu es dans le simulateur, tu le sais que même si tu craches le simulateur, c'est ton ego qui va manger à la claque plus que d'autres choses. Parce que l'instructeur appuie sur le bouton, les vérins hydrauliques se remettent droite, puis tu repars avec ça comme si rien n'était, puis tu repratiques la manœuvre pour être sûr que tu l'as bien compris. Mais là, tu es en live, puis il ne faut pas oublier une chose, tu es en plein milieu de l'océan Atlantique physiquement. Tu es à 39 000 pieds de nuit à 800 km/h en route pour Lisbonne. Fait que quand le petit témoin s'allume et que tu vois qu'il y a un problème de carburant, il n'y a pas un homme sur la Terre, je pense qu'il va dire il n'y a rien là, on va former le moteur, on va aller là-bas. On fait non, c'est pas de même que ça se passe tout à fait. Malgré que tu es entraîné, malgré que moi, à ce moment-là, j'avais 30 ans d'expérience, malgré que ça fait 30 ans que tu te faisais que la sécurité des passagers de l'avion est super importante, puis que tu as une procédure à faire pour régler ce problème-là,
il restera toujours que le facteur humain, il ne faut pas l'oublier. Puis le facteur humain dans une communication est très important. Ça dépend où ce que ton ego est. Parce que moi, quand j'embarque dans le cockpit, là, pour me rendre commandant de bord d'un gros porteur qui pèse 230 tonnes au décollage, 200 pieds d'envergure d'aile, qui peut aller jusqu'à 1000 km/h, ça te prend un certain ego pour te rendre là. Puis je suis certain dans vos membres, il y a certains dirigeants, pour devenir un dirigeant d'une grosse compagnie, ça te prend un ego. Mais à un moment donné, l'ego, il faut que tu le mettes de côté. Dans notre cas, nous autres, quand tu rentres dans le cockpit, il n'y en a pas d'ego parce que tu joues avec ta vie, premièrement, tu joues avec la vie de ton équipage et tu joues avec la vie des passagers. Donc, il faut que tu sois sûr et certain que ton ego est à la bonne place pour pouvoir communiquer. Puis des fois, quand on fait une erreur ou il y a un problème qui survit, on est porté à dire je vais dormir dessus, puis on verra demain. Parce que tu peux le faire au sol quand tu travailles dans une industrie où il y a des bureaux. Mais dans l'air, nous autres, l'avion continue d'avancer, là. Fait que tu es obligé de prendre une décision, mais ta décision, tu la prends comment? Quand ton côté humain te dit dans 10 minutes, je vais mourir, ça me donne de prendre une décision. Mais là, tu t'aperçois qu'à un moment donné, ton côté professionnel rembarque. Pour te dire, je suis le seul en tant que commandant de bord qui peut faire quelque chose. Donc, je vais parler avec mon premier officier, communiquer avec mon premier officier qui est pilote à part entière comme moi, moins d'expérience, plus jeune, moins longtemps que moi dans la compagnie sur le modèle d'avion qu'on vole, mais il reste toujours un pilote à part entière pareil. Fait qu'il nous encourage bien gros à discuter avec le premier officier. Puis après ça, il faut que tu communiques à la directrice de vol. C'est quoi ton problème, puis à quoi t'attendre? Puis elle, quand elle sort du cockpit pour aller dans la cabine des passagers, pour parler à ses dit, elle aussi, il faut qu'elle arrive. Alors, on l'a vu tantôt à la télé dans le reportage. Elle, il faut qu'elle dise à ses 10, c'est pas de l'entraînement. Là, c'est sérieux. Il faut sécuriser la cabine des passagers. Mais pendant que tu sécurises la cabine des passagers, les passagers, c'est pas des cons. Là. Les passagers, ils voient bien qu'il se passe quelque chose parce que les agents de bord n'agissent pas naturellement. Ils sont en train de sécuriser leur endroit de travail. Fait que tout ça, si la communication n'est pas bonne, tu es sûr et certain qu'il faut que tu leur fasses comprendre que ce qu'ils ont appris en training, maintenant, il faut le mettre là. Là, c'est maintenant que c'est sérieux, puis il faut faire ce qu'on a à faire. Mais comment tu fais pour communiquer quand tu sais que tu vas mourir dans 10 minutes, puis que ta priorité, c'est la sécurité de tes passagers? Fait que c'est sûr que le travail d'équipe devient très important. Si l'équipe, moi, je ne peux pas me lever de mon siège pour aller faire le job de la directrice de vol en arrière. La directrice de vol, en avant, elle ne peut pas se lever et faire le travail des 10 agents de bord. Puis les 293 passagers qu'il faut que tu contentes pour dire, on va avoir des urgences, on va vous donner des ordres d'urgence, comment faire, il faut se pencher, se mettre en avant du banc et tout, prendre la ceinture de sauvetage, se sécuriser. Toutes ces commandes-là qu'ils donnent, les autres, il faut que ce soit donné dans un certain ordre qu'ils ont pris en pratique. Mais comment tu fais pour mettre la pratique en réalité si tu n'as pas de communication et tu n'as pas de travail d'équipe? C'est pratiquement impossible. Moi, je peux bien faire mon bout en avant en tant que commandant, prendre des commandes et donner les ordres. Mais mon premier officier, juste pour te donner un exemple, si notre communication entre nos deux n'est pas bonne, puis lui, quand on arrive au-dessus de l'aéroport de Terceira, décide de vouloir l'atterrir lui-même, l'avion, bien, s'il saute ses commandes, on se bat tous les deux pour les commandes, on ne va pas de nulle part. On remplit notre problème. Donc, à quelque part, j'ai découvert sur le moment que quand tu communiques un problème avec quelqu'un et tu rentres dans l'équation à l'esprit d'équipe, il y a un leadership, il faut qu'il apparaisse. Même si tu n'es pas considéré comme un leader naturel, dans ce moment-là, quand tu donnes les ordres, tu deviens le leader. Puis le leader, comment tu fais pour faire comprendre au gars qui est à ma droite, qui est mon premier officier, fais-toi-en pas, je vais l'atterrir malgré les conditions, m'a sauvé la vie. Il faut que la communication soit... Puis en plus, je n'avais pas le temps d'y compter ma vie. C'était court, bref et précis tout ce que je lui disais. Fait qu'imagine-toi que lui, il est obligé de subir mes commandes tout en sachant qu'est-ce qui allait y arriver. Fait que la communication est primordiale. Et dans l'équation, quand tu rentres dans la communication, c'est sûr et certain que le travail d'équipe embarque. Puis il y a un facteur chanceux qui fait que tu vas réaliser et tu vas résoudre le problème. Mais on est toujours un petit peu... Tu sais, c'est comme... Je reviens à Michel Côté, l'acteur qui a joué mon rôle dans le film. J'ai dit, comment tu fais, Michel, pour être un psychopathe d'année, tu joues un homosexuel dans Petite Vie à la télé, puis là, tu fais le commandant cliché. Et lui, il me dit qu'il n'a pas peur du ridicule. Il dit, moi, Robert, mon ego m'a rendu que je suis rendu, mais quand je joue un personnage, le monde, c'est moi qui vois à l'écran, et c'est pas moi qui agis. Donc, moi, ma magie et mon talent,
c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas Michel Côté qui voit, malgré que c'est lui qui voit physiquement, mais que c'est le personnage qui incarne, qui joue le personnage. C'est là que son talent rentre en ligne de compte. Fait que lui, il n'y a pas de communication, lui non plus, avec le réalisateur. Puis s'il n'y a pas de communication avec ses collègues, c'est ceux qui jouent l'acteur avec lui, bien, ça n'ira pas nulle part parce qu'il est obligé de communiquer et de travailler en équipe lui aussi. C'est primordial si tu veux t'en sortir d'un problème, mais des fois, on est toujours un petit peu. On a peur de dire ben, là, j'ai un problème que je ne suis pas capable de régler. Fait que j'en parlerai pas trop, j'espère que ça va passer. Ben non, si tu n'en parles pas, ton problème va grossir, puis quand il va être plus gros, tu vas avoir encore plus de misère à le régler. Tu es mieux d'en parler tout de suite, passer par-dessus ton ego. Puis ce soir-là, nous autres, dans le vol 236, c'est sûr qu'on a passé par-dessus l'ego, puis on a fait ce qu'on avait à faire, puis on a sauvé la vie de 306 personnes, incluant ma propre vie. Ça. Monsieur Piché, j'aimerais ça vous entendre sur du moment là, que vous savez que vous avez une fuite de carburant, puis vous parlez du facteur humain. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans la cabine? Ramenez-nous au moment où vous êtes dans le cockpit, vous communiquez. Comment ça s'est passé pour vous, là, les 90, 120 secondes ou encore les premiers moments quand vous savez que vous avez un problème sérieux? Tu sais, moi, je suis rendu. Oui, donc, vas-y, j'allais juste ajouter à ce que Gabriel dit. Un élément qui ressort dans ce que vous avez raconté, là, c'est la notion de c'est clair qu'on ne peut pas faire la job de l'autre, mais c'est clair que chacun doit faire sa job, puis qu'il y a un élément de confiance qui doit être... il faut faire confiance au commandant, puis vous, il faut faire confiance à votre copilote, à votre chef d'agent de bord. La notion de confiance me semble importante dans ce que vous dites. Mais la confiance, elle devient ce que je te disais tantôt, le leadership. Si lui, il ne croit pas ce que tu es en train de faire, puis il pense que tu ne fais pas la bonne chose, que tu n'as pas le temps de lui expliquer ce que tu es en train de faire parce que tout dans ta tête, ça marche à 100 000 à l'heure. Puis si tu n'es pas capable de lui démontrer par facial l'intonation dans ta voix, ton gesticule de mouvement, si lui, il ne prend pas confiance en toi à travers ton leadership, c'est qu'il va essayer de sauver sa propre vie dans ce milieu-là. C'est pour ça que le leadership est très important comme directrice quand elle annonce à tout le monde qu'est-ce qui est en train de se passer. Il faut qu'elle ait un leadership pour que les 10 fassent pourquoi ils sont entraînés en moment d'urgence, ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et c'est ce qu'ils ont fait tout le groupe à cause de ce leadership-là. Mais le leadership, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que la situation a appelé à le leadership a apparu, ou j'avais déjà un leadership naturel que j'avais jamais vraiment mis en avant, puis que là, dans cette situation-là, il a sorti naturellement. Ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais il reste toujours que si tu ne communiques pas, puis tu ne travailles pas en équipe, puis ton leadership ne ressort pas, personne ne va te suivre. C'est ça qui va arriver. Hein? Puis pour revenir à ta question, Gabriel, moi, j'ai au-dessus de 200 traversées transatlantiques en tant que commandant de bord, peut-être plus ou moins 50. Là. Puis nous, c'est des vols de routine. Hein? Tu fais une traversée transatlantique, ça se passe toujours de la même manière. Mais dans le fond de ta tête, en tant qu'être humain, tu sais que si tu arrives quelque chose en plein milieu de l'océan Atlantique, que tu n'as pas de place pour atterrir. Puis la pire chose qui pouvait arriver à un pilote avant le vol 236, ça, je te parle en général là, de toutes les compagnies confondues à travers le monde. Ceux qui traversent l'Atlantique, ceux qui traversent le Pacifique ou l'océan Indien, on a tous la même affaire. C'est qu'un feu moteur, ton moteur prend feu et tu n'es pas capable de l'éteindre. Ça, c'était la phobie des pilotes avant le vol 236. Parce que si tu as un feu de moteur et tu n'es pas capable de l'éteindre, l'aile au complet va passer en feu, l'avion va exploser, puis c'est sûr que tu vas mourir. Mais maintenant, ils ont comme switché sur la perte massive de carburant en plein milieu de l'océan Atlantique depuis le vol 236. Puis je dois dire que même si les gens qui nous écoutent présentement n'ont aucune notion mécanique d'un avion ou ils ne connaissent rien dans la synergie d'un avion, je te dis, tu as un problème de carburant, d'alimentation de carburant au-dessus de l'océan Atlantique de nuit. Même si tu es un profane, c'est sûr et certain que tu vas faire un petit saut en tant que personne. Imagine-toi pour un commandant de bord d'expérience, que le petit témoin qui s'allume, qui me dit que j'ai un problème potentiel avec l'alimentation en carburant, c'est moi, je suis venu blackout. Ça se peut pas. Ça se peut pas que. Moi, cet avion-là est flambant neuf. Là. Ça fait juste 10 mois qu'on l'opère. Il vient de sortir de l'usine. Tu vois? Puis je me dis, ça se peut pas que j'ai une perte de carburant massive. C'est pour ça que je n'y ai jamais cru à la perte de carburant, parce que ça ne peut pas arriver. Je veux dire, cet avion-là est neuf, puis
il va nous amener à bon port, mais il est en train de nous dire qu'on a un débalancement de carburant et non une fuite de carburant. Puis nous, les pilotes, il faut toujours que les réservoirs de carburant qui sont dans les ailes soient égales pour avoir la finesse de l'avion. La finesse, c'est la capacité de l'avion à fendre l'air avec le moins de drag possible. Pour avoir la même puissance de moteur, aller plus vite, sauver du carburant en allant plus vite. C'est sûr qu'ils n'enlèvent pas ça sur le prix de billet d'avion, mais il reste toujours qu'on essaie toujours de sauver du carburant pour augmenter la finesse de l'avion. Puis là, quand j'ai vu que les réservoirs étaient débalancés, après avoir réagi, après avoir sorti de ce blackout-là, je me suis dit, ça se peut pas, je vais mourir aujourd'hui sur l'avion la plus sophistiquée sur le marché mondial de l'aviation. Et en plus, en plein milieu de l'océan Atlantique, nous, les pilotes, on est pas mal cartésiens dans notre tête, on est pas mal droit, puis logique, là. Puis tu te dis, ça se peut pas que tout ça arrive là. Ça fait 4h30 que je vole. Pourquoi ça peut arriver 1 heure après le décollage? J'ai atterri à Mirabel. Vous n'auriez jamais entendu parler du commandant Piché. Pourquoi ça peut arriver 3 heures après? J'aurais atterri à Gander ou à Goose Bay. Peut-être ça aurait fait un petit emporté dans le journal de Montréal. Pourquoi ça peut arriver 1 heure plus tard? J'aurais atterri à Lisbonne avec un moteur en moins, puis un moteur qui fonctionne, puis jamais personne n'aurait attendu. Pourquoi ça arrivé exactement en plein milieu de l'océan Atlantique? Ça, c'est une question que je me pose depuis 20 ans. Mais il reste toujours que quand tu réalises que c'est un problème de carburant, en tant que pilote, ton carburant, c'est ta vie. Tu comprends? Je veux dire, moi, j'ai 45 ans de carrière, je n'ai jamais décollé et atterri avec un manque de carburant. J'ai toujours eu le carburant nécessaire pour rendre à destination au point de vue légal. Donc, j'étais souvent minimum fuel. C'est sûr que des fois, tu es minimum fuel parce que tu as trop de passagers, mais tu es toujours légal dans ta prise de carburant. Tu n'échanges jamais, comme ils disent en anglais, trader, tu ne changes jamais l'apport en carburant par rapport au poids de l'avion. Tu vas toujours favoriser le carburant minimum pour te rendre à destination. Au pire aller, tu vas enlever des bagages ou tu vas faire sortir quelques passagers pour arriver dans tes poids. Fait que moi, je peux te dire que quand le petit témoin s'est allumé, qu'on a vu ce carburant qui était notre problème, je suis venu blackout pour peut-être 10-15 secondes. Je me disais, aujourd'hui, je vais mourir en plein milieu de l'océan Atlantique. Moi, qui ai travaillé si fort, parce qu'il faut que je te dise que pour un petit Québécois, devenir commandant de bord de l'avion le plus sophistiqué sur un réseau international, puis en plus, on pratique en français chez Air Transat, qu'il y a juste 2 compagnies françaises au monde, qui est Air France et Air Transat. Je suis basé à Montréal, dans mon pays, dans ma province. C'est quand même extraordinaire. Je suis comme privilégié d'avoir cette position-là. Puis là, on m'a mourir en plein milieu de l'océan Atlantique, sur l'avion, comme je viens de dire, le plus sophistiqué, problème de carburant. Mais voyons, ça fait niquer une tête. Réveillez-moi quelqu'un, je suis en train de faire un cauchemar. Fait que c'était un peu, ça, il était mon état d'esprit quand j'ai vu ça. Le premier officier, lui, quand il a vu on avait ça, 3 fois, il a dit on va mourir, on va mourir, on va mourir. Tu vois? Mais lui, dans la réalité de sa vie, 28 ans, beau bonhomme, beau potentiel de devenir commandant. Aujourd'hui, il est commandant sur l'Airbus 380 pour Emirates, c'est le plus gros avion au monde. Donc, il a un gros potentiel, puis sa carrière a prouvé qu'il avait le potentiel. Mais il reste toujours que lui, dans sa réalité de sa vie, de la manière que lui a vu ça, c'est qu'on allait mourir. Moi, j'ai vu qu'on allait mourir, mais quand j'ai sorti de ma stupeur, je me suis dit, ben c'est moi le commandant, je vais me battre jusqu'au bout pour essayer de régler ça, parce que moi, ça faisait 30 ans que je gérais la sécurité de mes passagers. Ça devient comme une deuxième nature. Tu sais, il y a des fois, j'ai des amis ou des connaissances qui m'invitent d'aller faire un petit tour d'avion monomoteur, puis je vois bien que le gars, la manière qu'il pilote, il n'est pas au courant de la sécurité. Tu sais, des fois, tu vois que lui, il est après à voler, puis c'est un gars qui a embarqué dans son avion. Après ça, un coup, il a son avion pour sa licence. Il ne parle plus jamais à personne. Puis tu vois que la sécurité n'est pas vraiment importante ou la sécurité est à son niveau à lui. Mais je vois bien des fois les erreurs de sécurité qu'ils font, puis ils s'en sortent pareil, mais il reste toujours que la sécurité devient une deuxième nature. Et c'est là que, quand je me suis réveillé de mon blackout, je me suis dit, bien, il faut faire quelque chose, il faut se dépêcher. Puis dans l'adversité, ce qui est important, c'est de prendre une décision. Puis des fois, on a tendance à ne pas prendre la décision. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se tromper dans la décision qu'on va prendre. De là, la communication et le travail d'équipe est très important qui va t'aider à prendre la bonne décision. Puis moi, j'avais un vieux chef pilote à Air Gaspé quand j'ai commencé à piloter à l'âge de 20 ans. Il m'avait dit, si ta première décision n'est pas bonne, oublie-la, prends-en une deuxième. Puis la seule affaire qu'il faut que tu te souviennes, c'est que la dernière décision que tu vas prendre, aussi longtemps que ton avion reste dans les airs,
tu vas t'en sortir. Fait qu'à quelque part, le gars, il m'a donné comme la solution du problème que j'ai eu dans le vol 236, parce que c'est à lui que j'ai pensé à ce moment-là. Puis la beauté de la chose, c'est que mon côté égocentrique, mon ego, me donnait la permission de me tromper dans ma décision pour en prendre une deuxième. Fait que c'est lui qui m'a donné la solution à ce problème-là quand même. Mais il restera toujours que il faut. J'ai resté vraiment en blackout quand le petit témoin s'est allumé. C'est drôle ce que vous dites parce qu'une des questions que j'allais vous demander, Robert, c'était avez-vous fait des erreurs? Parce que le résultat final, ça a été le bon. Mais je me disais, il a sûrement pris des mauvaises décisions par après, quand il regarde tout l'événement. Il y a peut-être des choses que vous auriez pu faire différemment. Mais ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est le plus important, c'est pas de faire une erreur ou pas, c'est de prendre la décision. Puis surtout dans votre cas, c'est extrêmement important de prendre la décision dans le moment. Vous n'avez pas 15 secondes ou 1 minute ou 3 minutes pour y penser. Vous y pensez, vous prenez votre décision et vous passez à l'action. Donc, est-ce que vous êtes, par après, vous êtes conscient d'avoir fait des erreurs, même si le résultat a été bon à la fin? Moi, la première erreur que j'ai faite, c'est personnelle, ça me revient seulement à moi, le commandant Robert Piché, c'est que j'ai pas cru que j'avais une perte de carburant. Parce que, comme je disais tantôt, le côté logique, en plein milieu de si ça m'avait arrivé, comme j'ai dit tantôt, au-dessus de la terre, peut-être que je l'aurais fait la bonne procédure, peut-être que je l'aurais fermé le moteur, puis peut-être que j'aurais atterri sur un moteur, tout ça aurait bien passé. Mais le fait que j'étais au-dessus de l'océan Atlantique a beaucoup joué dans ma décision de prendre des décisions. Parce que tu te dis, ça se peut pas que ça m'arrive là. Moi, j'y croyais pas que ça. Les chances que ça arrive là, les probabilités que ça arrive là, sur l'avion la plus sophistiquée, neuf, en plein milieu de l'océan Atlantique, moi, leur dire souvent, moi, ça ne pouvait pas arriver. Il va y avoir un bug, parce qu'il faut que je vous dise que l'Airbus 330, c'est un ordinateur volant. Alors, moi, je ne suis pas payé pour ce que je fais, je suis payé pour ce que je sais. Fait que tout est automatique, tout est géré par les ordinateurs. Puis, c'est bien de même. C'est une maudite belle machine, l'Airbus 330. J'ai travaillé dessus 16 ans de temps. Mais il reste toujours que ma première erreur, c'est de ne pas croire que j'avais une perte de carburant à cause de la probabilité de où ce que c'est arrivé. Ma deuxième erreur, c'est que vu que je n'ai pas pensé que c'était une perte de carburant, c'était de ne pas fermer le moteur de droite. Mais j'ai peut-être une excuse, puis je n'ai pas d'excuse parce que le commandant est supposé être maître à bord après Dieu. Là. Il reste toujours que j'aurais dû comprendre que c'était une perte de carburant, puis il fallait que je ferme le moteur numéro 2. Là, j'aurais eu assez de pétrole pour faire marcher sur le moteur numéro 1. Je me serais rendu à Tercera avec un moteur en marche qui est full. L'avion est full opérationnel sur un moteur. On a atterri normalement. Mais il y a le facteur humain qui embarque en ligne de compte. Fait que ma première erreur, c'est de ne pas croire que j'avais une perte de carburant. Ma deuxième erreur, c'était d'essayer de rebalancer le carburant. Ce que l'ordinateur me disait, j'avais un débalancement de quantité de carburant dans les réservoirs. Puis moi, de mémoire, je suis un vieux dinosaure dans l'aviation. Moi, j'ai appris à voler avec un manche à balai. Là, il n'y a plus de manche à balai. Les jeunes, aujourd'hui, ils apprennent à voler d'un lit. Ils apprennent pas à voler avec le derrière assis dans un cockpit. Mais c'est différent, puis c'est correct comme ça, l'évolution. Mais il reste toujours que j'ai balancé le carburant de mémoire. Autrement dit, je prenais le bon carburant dans l'aile de droite. Dans l'aile de gauche, je veux dire, puis je l'envoyais dans le trou et non dans le réservoir de droite. Mais je me suis aperçu vite fait que ça ne réglait pas mon problème de balancement. Fait que j'ai remis tout ça comme avant, mais le carburant que j'avais perdu en faisant cette manœuvre-là, ça aurait été probablement le carburant qui m'aurait servi pour me rendre jusqu'à un moteur jusqu'à Tercera. Mais comme mon vieux chef pilote m'avait dit, tu viens de faire une erreur, vis avec, puis oublie-la, laisse ton ego de côté, puis prends une autre décision qui va te faire sortir de régler ton problème, ni plus ni moins. Va te faire trouver une solution pour régler ton problème. Mais les solutions, il n'y en avait pas 22, je peux vous le dire. Tu es au-dessus de l'océan Atlantique, puis un coup, le premier moteur arrête, le deuxième moteur arrête. Les solutions commencent à rapetisser un petit peu, tu vois, ils commencent à en manquer. Mais c'est tellement intéressant les liens que vous faites en racontant votre histoire avec le monde des affaires, parce que quand on gère une équipe, quand on gère une entreprise, c'est pas vrai qu'on n'en fait pas d'erreurs. On en fait constamment des erreurs. C'est nos indicateurs nous disent que
c'est ça, mais on se dit non, ça peut pas être ça, c'est d'autres choses, ça se peut pas que mes ventes baissent demain. Tu sais, au fond, puis au fond, ce que je retiens, c'est que c'est normal d'en faire des erreurs. Tu sais, mais comme vous dites, c'est d'être capable de les assumer ses erreurs, puis de passer à la chose suivante. Gabriel, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais, avec quoi tu voulais enchaîner? Euh, non, en fait, moi, c'était plus l'aspect de. J'étais curieux, ça fait plusieurs fois que vous mentionnez l'ego. Comment dire? Parce que moi, je dis tout souvent que l'ego est l'ennemi. En fait, c'est un peu, surtout pour des leaders d'équipe, de ne pas avoir la capacité de mettre son ego de côté, ça peut jouer contre nous. Comment vous avez fait, vous, dans cette situation-là, pour mettre tout ça de côté puis arriver au résultat? Mais Comment vous avez fait pour... c'est la pratique et l'expérience. Nous, tu as beau étudier pour devenir un pilote, tu as beau avoir les meilleurs instructeurs au monde. Quand tu commences à voler avec des arrages électriques autour de toi, tu as beau lire dans le livre c'est quoi un arrage électrique, comment l'aborder. Quand tu vois ce monstre-là devant toi, tu es à Punta Cana, puis ça pète à gauche par à droite de nuit, puis il faut t'atterrir ton avion parce que tu es minimum carburant, puis tu n'as pas du carburant, fait le tour de la Terre, là, tu comprends? Fait qu'il faut que tu atterrisses, c'est plein d'arrages électriques, puis le contrôleur aérien, tu ne sais pas trop s'il te parle en espagnol, en anglais, en français, parce que lui, il sait énervé à cause de la météo, puis il sait que tu t'en viens, puis il veut que tu atterrisses, puis il ne veut pas que tu y crashes, tu lui fasses un crash d'en face. À quelque part, quand tu vois la météo que tu es obligé de gérer, qui t'est montrée dans des livres, mais que tu expérimentes au fur et à mesure que tu deviens pilote dans ta carrière, le phénomène se produit souvent quand on engage des copilotes qui ont 30, 35 ans. Puis le gars, il a toujours volé au Québec, puis il a vu peut-être un petit nuage cumulonimbus, orage électrique dans sa vie, là, entre Val-d'Or et Montréal, là, mettons. Là, ça y a fait peur. Mais quand tu arrives dans le sud, là, il n'y en a pas juste un. Il y en a 25 autour de toi. Et peu importe ce que tu fais, tu vas rentrer dans un, mais tu peux tout perdre de ta communication, tu peux tout perdre de ta navigation. Fait que, il faut qu'il y ait un ego pour pouvoir confronter ça. C'est comme le pilote de F1. Il est à 300 km/h sur une piste. Il faut qu'il y ait un ego pour se rendre là. Mais un coup que tu es sur la piste avec ta F1, il faut que tu sois capable de réaliser que ta vie est en danger. Donc, ton ego t'a permis de te rendre là, mais il faut que tu la laisses de côté. Comme moi, quand je fais la face, tu sais, on entend souvent parler qu'en Nouvelle-Orléans, ils ont souvent des lignes d'orage électrique, mais c'est parce que quand tu regardes le principe de la météo avec le golfe du Mexique, à large, ça te montre pourquoi c'est un phénomène qui s'explique très bien météorologiquement, pourquoi ils ont souvent des orages électriques à cet endroit-là, tu vois. Mais des fois, nous, on fait, mettons, Cancun, Montréal, puis tu as un mur d'orage électrique qui est 500 000 puis 60 000 pieds de haut. Tu n'as pas le choix, il faut que tu passes à travers parce que tu ne peux pas faire le tour, tu n'as pas assez de carburant. La capacité de l'avion ne peut pas monter au-dessus. Fait que là, quand tu n'as jamais vécu ça, puis tu es un pilote d'expérience, tu viens de rentrer à Transat, puis tu te penses un Top Gun, puis tu vois ce mur-là. Si ton ego, tu ne l'enlèves pas, puis tu ne respectes pas la météo, que la météo est plus forte que toi, bien, c'est sûr et certain que tu vas te faire prendre dans un coin psychologique à un moment donné, que la météo va tellement te faire peur que peut-être que tu t'en sortiras pas. Tu sais. Fait que il y a beaucoup de respect dans ce qu'on fait comme travail. Faut que tu respectes les éléments naturels que tu n'as pas le contrôle dessus. Puis à force d'expérience, tu respectes le monde à qui tu travailles parce que tu vas en avoir besoin quand tu vas arriver dans des situations de même. Ah, moi, je fais un Montréal-Paris. Là. Tu l'école de Montréal, il fait beau. Tu arrives à Paris, il fait beau. Il a fait beau tout le long. Il n'y a pas eu de turbulence. Tout s'est bien passé. N'importe quel zoin est capable de faire ça, tu vois. Mais arrive à Paris, New York, puis tous les avions vont se dérouter, puis toi, tu n'as pas de carburant pour aller à l'autre bout du monde. Il faut que tu commences à gérer ton affaire bien avant d'arriver devant le problème. Il faut que tu vois que le problème s'en vient. Fait que si tu n'es pas capable de le gérer, tu n'es pas capable de l'apprendre, puis le copilote, comme tu disais tantôt, Daniel, je n'ai pas le temps d'y compter de ma vie. Lui, il ne sait pas ce qui se passe dans ma tête de pilote d'expérience. Lui, selon son expérience, il pense à quelque chose. Mais quand tu as des collègues de travail dans une entreprise, ils ne savent pas ce que le patron pense, ils ne savent pas ce que le patron passe à travers pour pouvoir t'assurer ton chèque de paye à tous les 2 semaines. Puis lui, ce n'est pas sa formule d'aller dire à ses employés tout ce qui passe à travers pour t'assurer ton chèque de paye. Et nous, on est un petit peu pareil.
dans l'avion, avec mon expérience, je n'ai pas le temps des fois parce que la situation appelle à agir rapidement et prendre des décisions rapides. Tu n'as pas le temps de compter à l'autre. Qu'est-ce que l'autre? Il faut qu'il te suive. Si tu ne suis pas, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de travail d'équipe, que le leadership ne sort pas de là. Tu peux empirer la situation au lieu de résoudre ton problème, tu vois. Quelque part, c'est un peu ça qui a été évident ce soir-là dans le vol 236. Gabriel, je suis curieux, est-ce qu'il y a des questions qui ressortent qu'on pourrait peut-être, juste avant, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre de l'avant? Non, il n'y a personne qui a posé de questions. On peut juste mentionner, saluer les gens qui sont là avec nous. OK. Puis moi, juste en finissant, parce que tout à l'heure, Robert, vous avez mentionné que vous êtes à la retraite depuis 4 ans, mais en réalité, vous êtes, je sais que vous êtes à la retraite, mais vous n'êtes pas en train de rien faire. Vous nous avez parlé qu'avec la Fondation Robert Piché, vous êtes en train justement de bâtir un centre de thérapie pour peut-être si vous voulez nous en parler un petit peu puis aussi je sais que vous donnez des conférences dans les organisations, les entreprises. Fait que je vous laisse la tribune si jamais vous voulez un peu nous parler de vos projets qui sont en cours. Ah oui, la conférence corporative, ça fait 20 ans qu'elle dure, là. Puis M. Chaput m'avait toujours dit une bonne conférence dure 7 ans. La mienne, ça fait 20 ans. Fait que faut croire que vu que je suis seul dans ma classe, tu sais, peut-être ça qui fait que ça. Vous n'avez pas beaucoup de compétition pour des pilotes qui ont atterri des 300 passagers? C'est ça, c'est en plein ça. Mais non, c'est qu'on parle souvent de la prise de décision face à l'adversité, puis la gestion du stress, comment gérer ton personnel quand le personnel pense qu'ils vont mourir. Comment j'ai fait. C'est tout ça, c'est des principes qui ressortent. Puis comme tu disais tantôt, Daniel, ça s'adapte bien à n'importe quelle entreprise pour un directeur ou un dirigeant ou un président qui veut gérer son équipe. Puis moi, quand je suis revenu du vol 236, j'étais mur à mur partout, puis tout le monde, tous les médias me couraient après. Puis moi, je ne suis pas habitué à la popularité. Puis surtout avec mon passé, pour ceux qui connaissent mon histoire, je ne voulais pas que mon passé sorte des journaux. C'était effectivement ce qui est sorti. Ça a comme grossi, cette patente-là. C'est devenu plus gros que moi, tu comprends? Fait que il a fallu que j'apprenne à gérer ça, puis je ne savais pas comment faire pour gérer ça. Comme moi, ma femme était accrochée à moi, mes enfants étaient accrochés à moi, mes frères, ma soeur, ma mère, tout le monde était accroché à moi parce que les autres aussi, ils vivaient le côté popularité que je vivais en direct parce que le monde savait que j'étais parent avec eux. Mais moi, j'avais juste envie de m'effondrer et de dire au monde que j'avais eu peur ce soir-là. Mais le monde, il ne voulait pas croire, il ne voulait pas entendre que j'avais eu peur parce que j'avais réussi à atterrir l'avion. Fait qu'à quelque part, je ne pouvais pas en parler à personne. Fait que la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à abuser un peu ma consommation d'alcool. Puis finalement, j'ai suivi une thérapie en 2002. Puis je me suis aperçu qu'en thérapie, il y avait beaucoup de monde qui avait tout perdu. Des présidents d'entreprise qui avaient tout perdu à cause de l'alcool, tu vois. Puis je me suis dit, mais quand on va sortir de là, si je suis capable de faire quelque chose pour aider le prochain, on va partir une fondation. Puis j'ai parti la Fondation Robert Piché quelques années plus tard. Puis moi, je viens en aide aux maisons thérapeutiques à travers le Québec qui ont besoin d'argent pour joindre les deux bouts. Fait que moi, je fais des levées de fonds à la Fondation Robert Piché. Puis les fonds recueillis, je les sépare aux maisons thérapeutiques qui en font la demande à ma fondation. Fait que c'est grosso modo, c'est ce que je fais. Mais entre-temps, mon projet de longue haleine, c'était d'ouvrir mon propre centre thérapeutique. Fait que là, on a acheté la Fondation Robert Piché à cause d'un mécène qui nous a été très, très valorisant, très généreux. On a réussi à acheter le monastère des Pères Blancs d'Afrique à Lennoxville. C'est une propriété de 6 500 000 pieds carrés de terrain. La bâtisse elle-même à 59 000 pieds carrés. Puis là, on est en train de mettre ça sur pied présentement. On est propriétaire depuis le 16 février. Puis on prévoit ouvrir peut-être fin janvier, début février, 1 an après avoir commencé à prendre les commandes. C'est pas facile, hein? Les gouvernements, je ne veux pas parler du gouvernement, là, mais les gouvernements ne nous aident pas dans. Je pense que s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent présentement, ils doivent savoir de quoi je parle parce que des fois, les gouvernements, la virgule est à la mauvaise place. Ils ne veulent pas que tu changes la virgule. Ils veulent que tu changes le texte au complet. Puis surtout avec le télétravail aujourd'hui, puis la pandémie, puis la COVID a les dos larges. Je peux te dire qu'elle a les épaules larges présentement. Fait que tout ça, c'est laborieux, mais c'est un plan que j'ai. Tu sais, toute l'expérience que j'ai en tant que personne, là, pas seulement en tant que pilote, mais l'expérience que j'ai de gestionnaire dans un cockpit qui m'a permis de gérer des vies en temps et lieu, bien, je ne suis pas pour prendre ma retraite, mais les deux pieds dans le sable, la bédane au soleil, puis laisser faire tout ça, puis attendre que ça finisse. Fait que j'essaie de mettre ça à bon escient, puis
C'est pour ça que j'ai parti cette maison-là. De toute façon, les gens vont en entendre parler quand on va ouvrir. Là. Fait que c'est un peu ça. Je fais beaucoup de conférences corporatives qui viennent à ma fondation. Puis je fais des levées de fonds à la fondation pour aider le centre Robert Piché. J'ai deux questions dans les commentaires qui sont fort pertinentes pour vous, M. Piché. J'en ai une qui, c'est justement un chef d'entreprise qui vit parfois, je vais dire, des vagues puis des défis. Puis je pense qu'il y a un beau lien à faire entre un chef d'entreprise et votre histoire. Là. La question de cette personne-là en question, c'est la question de Patrice. Patrice, face à une situation dramatique et inattendue, comment réussir à garder la tête froide? Quel réflexe ou habilité doit-on développer? Faut que tu sois sur ton X. Tu comprends? Je ne sais pas si vous connaissez le principe de Peter. Tu arrives à ton incompétence, tu ne peux pas monter plus haut. Fait que si tu es vraiment un dirigeant dans l'ombre, puis que tu arrives chef d'entreprise, puis tu connais très bien ton produit, tu connais très bien le marché de ton produit, tu connais très bien ton entreprise, c'est la nomenclature de ton entreprise, tu la connais très bien, bien, ça va t'amener à prendre des meilleures décisions. Tu ne prendras peut-être pas toujours la bonne décision, mais ça va t'aider à prendre des décisions. Fait que, à quelque part, comme moi, dans l'entraînement que j'ai eu toute ma vie comme pilote, puis le genre de gars que j'étais, ça m'a permis de me sauver. Tu sais, comme je disais tout le temps, la communication, le travail d'équipe et le leadership. C'est les trois choses qui ressortent. Si ton équipe ne croit pas en toi, je ne pense pas que tu vas aller loin dans la vie. Même si tu es le dirigeant, puis c'est toi qui as les rênes monétaires, puis c'est toi qui as la trésorerie, tu as beau avoir l'argent que tu voudras. Si le monde ne croit pas à ton destin, puis tu n'es pas capable de leur faire comprendre que s'ils se joignent à toi, tu vas y aller. Tu sais, c'est un phénomène qui arrive souvent à la guerre. Hein. Le lieutenant qui dit on va passer à travers là, on va s'en sortir. C'est lui qui le dit avec un genre de leadership et de conviction que personne ne va se faire tuer, mais tu vas être prêt à le suivre. C'est un peu ce que mon premier officier a fait. Fait que si tu es capable de démontrer à tes employés que tu es l'homme de la situation, que tu connais très bien tes dossiers, tu connais très bien ton marché, les gens vont te suivre naturellement. Puis la deuxième question, c'est quand vous remontez dans un avion maintenant, est-ce que systématiquement vous repensez toujours à cet événement-là ou vous avez mis ça derrière vous et vous profitez de votre vol? C'est quoi votre état d'esprit? Je peux te dire, si je prends l'avion à Montréal, quand même, je ne penserais pas. Il y a tellement de monde dans cet avion-là qui me rappelle que je suis commandant Piché. Ils m'en parlent tellement. Non, puis moi, j'ai toujours la prérogative que s'il arrive quelque chose, ils vont venir me chercher, ils vont dire, es-tu capable de faire quelque chose en avant? Mettons que les deux pilotes tombent sur la connaissance. Même si ça fait 4 ans que je n'ai pas volé, c'est comme faire du bicycle. Tu sais, je vais peut-être être un peu rouillé au début, mais je suis peut-être le seul qui peut faire quelque chose dans cet avion-là, autre que les passagers, tu vois. Non, moi, j'ai pas peur de voler parce que je connais très bien le domaine. J'ai quand même 22 000 heures de vol assis comme commandant, puis peut-être autant, non plus, comme passager. Fait que je suis très à l'aise dans un avion. Puis le monde me dit des fois, as-tu peur? Si j'avais peur, je ne serais jamais devenu un pilote. Là, c'est un peu de ce sens. Mais moi, je vais quand même après vous demander quel jour vous revenez. Comme ça, je vais prendre le même vol que vous. Je vais être bien sécurisé. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Gab? Ben, j'aurais envie de terminer, juste vous dire que je suis très reconnaissant que vous ayez accepté notre invitation. Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé cette semaine, il m'a dit « Gab, tu dois être stressé, tu vas parler au commandant Piché en entrevue. » Puis j'ai dit non, au contraire, ça ne me stresse pas parce que je vous ai rencontré, j'ai vraiment aimé votre simplicité, votre authenticité, j'ai senti que vous étiez quelqu'un d'accessible. Puis je pense que ça le montre, là, le fait qu'on se soit rencontrés juste cette semaine, puis qu'il y ait une connexion, puis que vous soyez là. Merci du fond du cœur. Puis pour nous, j'ai pas vraiment. Moi, dire, Gabriel, j'ai pas vraiment de mérite. Moi, comme j'ai dit, je suis seul de ma gang. T'sais. Moi, je suis un gars tout à fait ordinaire qui a été mis dans une situation extraordinaire. Puis grâce à la communication et au travail d'équipe, on s'en est sorti. C'est juste que c'est dommage que juste moi qui ai popularisé. J'aimerais populariser les 306 personnes qui étaient à bord de cet avion-là parce que tout le monde a mis la main à la porte. Tout le monde a fait ce qu'il y a à faire. C'est ça qui fait que le résultat a été gagnant. Tu vois? Mais c'est dommage, c'est juste moi qui ai popularisé parce que c'est mon nom qui est sur l'endroit. Mais Robert, vous savez quoi? Tu sais, vous avez dit des choses, puis je vais démêler ça un peu pour notre monde, mais tu sais, vous avez dit, c'est vrai qu'il y avait juste un leader en avant, c'était vous. C'est vous qui aviez les commandes. Mais j'aime que vous ramenez ça aux 306 passagers parce que moi, souvent, une des choses que je répète aux gens, c'est qu'on est tous des leaders. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on est 306 à être commandant en même temps de l'avion.
mais ça veut juste dire que les 306 passagers à quelque part, et chacun dans leur rôle, votre copilote, dans une position de leadership différente, ont tout eu leur mot à faire, à dire. Parce que s'il y avait eu 200 personnes qui seraient mis à crier et à pleurer ou à vouloir se lever dans l'avion, vous auriez eu un autre problème à gérer, tu sais. Fait qu'à quelque part, oui, la chaîne de commande est passée, puis que les gens ont réussi à maintenir leur calme parce qu'eux autres, ils pensaient vraiment qu'elle allait mourir aussi. Fait que j'aime bien cette image-là que vous amenez pour finir. Puis moi aussi, comme Gabriel, je vous remercie vraiment de votre générosité, du temps que vous nous avez consacré, de partager cette histoire-là que vous avez dû partager des milliers de fois maintenant, là, mais c'est toujours intéressant. Ça amène une perspective sur la vie, puis sur l'événement, puis aussi sur... je pense qu'il y a des éléments qu'on peut prendre de ça, puis qu'on peut amener chacun dans notre contexte. Puis c'est très enrichissant. Un gros merci. Une bonne fois, je vous inviterai à une conférence corporative complète d'1 heure et demie. Vous allez voir que c'est pas mal intéressant. Ça va nous faire plaisir d'être là, Robert. Bon. Ouais. Donc, merci à tout le monde. Juste vous dire, nous, on était live du Mexique. Je sais pas, Dan, tu l'as-tu dit au début? J'étais concentré sur la technique, mais on était à Playa del Carmen. D'ailleurs, c'est ici qu'on a rencontré notre commandant Piché. Donc, on revient mercredi, puis pendant le mois de décembre, on va être avec vous. On va continuer ces lives-là. On devrait peut-être avoir un autre invité. On vous souhaite un bon vendredi, surtout un bon week-end. Nous, on va en profiter à la plage un peu. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée.